Donc, nous reprenons nos travaux. Nous allons entendre maintenant l'Institut national de santé publique du Québec. Vous avez un temps de parole de 10 minutes pour faire notre présentation. Par la suite, nous allons faire des échanges avec chacun des parlementaires. La parole est à vous. Veuillez peut-être vous présenter dès le départ pour... Merci, Monsieur le Président et membres de la Commission. Mon nom est Alain Poirier. Je suis vice-président à la valorisation scientifique et aux communications à l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis accompagné de Nicole April, Réal Morin, qui sont deux experts de cette question qui travaillent à l'Institut depuis plusieurs années et qui pourront répondre à vos questions. Nous sommes tous les trois des médecins spécialistes en santé publique et en médecine préventive. Et nous faisons partie des 84% des Québécois qui consomment de l'alcool, pour vous rassurer. Alors, merci beaucoup. C'est avec plaisir qu'on participe aux travaux portant sur le projet de loi. D'entrée de jeu, on veut vous dire que l'Institut souscrit aux objectifs de permettre aux producteurs artisanaux du Québec de voir leurs produits occuper une place plus importante dans le choix des consommateurs québécois. Mais les préoccupations de santé publique dont on va vous faire part ne visent d'aucune façon à nuire au développement de ce marché et à porter atteinte à une volonté largement partagée de valoriser les produits québécois. L'INSPQ, l'Institut, c'est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique. C'est un organisme expert qui a pour rôle de partager les connaissances scientifiques sur différents enjeux de santé publique. En fait, tous les déterminants de la santé sont couverts par l'Institut. Tout ça pour éclairer le processus de prise de décision. On suit de près l'évolution de la consommation d'alcool depuis une quinzaine d'années. Nous avons à l'Institut réalisé des avis de santé publique sur cette question et on participe aussi à des travaux sur les politiques publiques en matière d'alcool en collaboration avec des organismes canadiens. Alors, la mise en marché des boissons alcoolisées doit prendre en considération les impacts sur la santé publique. Nous sommes alors heureux d'avoir été invités à participer aux travaux de votre commission et conformément à la mission de l'Institut, on désire attirer l'attention sur les préoccupations de santé en lien avec les modifications législatives proposées. Première chose à se rappeler qui est important, c'est que l'alcool, c'est pas un produit de consommation comme les autres. C'est pas pour rien. Il y en a d'autres, comme le tabac, mais il y en a d'autres aussi qui ont des lois et des règlements spécifiques. C'est pour ça. C'est très bien. On croit souvent que seules les personnes qui boivent jusqu'à l'ébriété sont victimes de leurs habitudes de consommation. C'est vrai que l'abus d'alcool est associé à des blessures, des accidents de la route et des situations de violence qui entraînent des conséquences graves, pas seulement pour les buveurs, mais aussi pour d'autres personnes qui n'ont pas bu d'alcool. Mais il n'y a pas que ça. S'il fallait faire le tour de tous les problèmes associés à la consommation d'alcool, c'est quelques 200 problèmes sociaux et de santé qu'il faudrait passer en revue. L'alcool entraîne en effet plusieurs problèmes qui concernent tout le monde, pas seulement les personnes alcooliques. L'alcool cause des maladies du cœur, des maladies du foie et plusieurs cancers. Par exemple, on sait qu'une faible consommation, moins qu'un verre par jour, augmente le risque de cancer du sein, de la bouche, du pharynx et de l'œsophage. On ne mentionne pas assez souvent que la consommation d'alcool arrive au 6e rang des facteurs de risque ayant un impact sur les décès et les incapacités au Canada. C'est données comparables pour le Québec, bien sûr. Ces problèmes ont d'importants coûts sociaux. On parle de plus de 3 milliards de dollars. Et en soins de santé, parce qu'il y a des coûts autres que les soins de santé, on parle de 651 millions en soins de santé au Québec. La bonne nouvelle, une fois qu'on a dit ça, puis qu'on s'attriste de ces problèmes de santé, c'est qu'il y a des moyens efficaces pour réduire ces problèmes de santé associés à l'alcool. Et ils sont bien connus, ils font même l'objet de consensus sur le plan international par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. On va en résumer 3, puis après on viendra sur nos recommandations par rapport à ces 3 grandes mesures. La première, le moyen le plus efficace de limiter l'accessibilité économique à l'alcool, c'est-à-dire la capacité financière de s'en procurer. Essentiellement, l'accessibilité économique est déterminée par le prix du produit, on a compris, et le pouvoir d'achat du consommateur. On y reviendra. Une autre mesure efficace, c'est de limiter l'accessibilité physique, c'est-à-dire le nombre de points de vente et les heures et les jours d'ouverture de ces points de vente. Le troisième moyen, c'est d'avoir un monopole d'État qui permet d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques, les impératifs économiques et les intérêts de la santé de la population. Alors, le prix, les lieux et le monopole.
Selon notre analyse du projet de loi par rapport à la situation actuelle des différentes lois et règlements, pas toujours facile à décortiquer tout ça, vous êtes en train de le faire, il y a des modifications qui pourraient, le conditionnel est important, faire obstacle à ces mesures, ces moyens de prévenir les conséquences associées à l'alcool. Alors, quelles sont nos recommandations? D'abord, la vente des boissons alcooliques artisanales aux titulaires d'un permis d'épicerie pourrait augmenter l'accessibilité économique à l'alcool si cette mesure laisse place à une réduction du prix. Dans quel cas est-ce que ça serait vrai? Si les volumes d'alcool artisanal deviennent assez élevés pour augmenter l'offre, ou si une diminution du prix d'alcool artisanal crée une pression chez les concurrents qui les amène à diminuer leur prix. Alors, nous, on se préoccupe de cette éventualité parce que les statistiques sur l'indice des prix à la consommation nous indiquent que l'alcool est devenu plus accessible au fil du temps au Québec. Le prix de l'alcool a augmenté moins rapidement que le prix des autres biens de consommation. Il faut aussi éviter de rendre disponible sur le marché de l'alcool à faible prix. Alors, pour s'assurer que votre projet de loi n'entraîne pas une diminution des prix des boissons alcoolisées, on fait 3 recommandations. S'assurer que les prix des boissons alcoolisées artisanales vendues en épicerie ou chez le producteur demeurent à des niveaux comparables à ceux des produits de même type vendus à la SAC. Si une diminution ou une exemption de la majoration des prix est accordée aux boissons alcoolisées artisanales vendues en épicerie ou directement par le producteur, il faudrait s'assurer qu'il s'agira d'une exception qui ne sera pas élargie au-delà de la production artisanale. Troisième point là-dessus, la vente de bière artisanale pour emporter devrait être soumise au même règlement sur le prix minimum que la bière vendue dans les dépanneurs et les épiceries. Le règlement sur le prix minimum de la bière au Québec est une mesure de prévention. Avoir un prix minimum a l'avantage d'empêcher la vente d'alcool bon marché et a des effets dissuasifs sur 2 populations cibles très importantes, les buveurs excessifs, c'est là que c'est démontré, et les jeunes. Alors, c'est ceux-là qui sont le plus à risque de problèmes en lien avec la consommation d'alcool, d'où l'importance de ce prix minimum. Alors, l'Institut suggère donc au gouvernement d'envisager l'introduction du prix minimum pour le vin et les spiritueux, comme c'est le cas dans la majorité des autres provinces. En plus du risque de diminuer les prix, la vente de boissons directement à l'épicerie pourrait éroder le monopole d'État de la SAC, qui est déjà partiel. Ce précédent crée une brèche qui nous préoccupe. Si d'autres groupes de l'industrie revendiquent les mêmes avantages que ceux accordés aux producteurs de boissons artisanales, cela pourrait conduire à un marché de moins en moins réglementé. Deuxième grande catégorie, les lieux. Maintenant, concernant la possibilité de vendre la bière artisanale pour emporter, nous sommes préoccupés par l'augmentation, cette fois, de l'accessibilité physique que cela entraîne. Il faut éviter d'augmenter encore davantage le nombre de points de vente de boissons alcoolisées et les heures d'ouverture. Un résident au Québec a accès en moyenne à 16 points de vente d'alcool à une distance de moins de 1 km de son domicile. Nous n'avons pas au Québec de règlement qui limite la densité des points de vente d'alcool à emporter ou à consommer sur place. Quant aux heures d'ouverture, on peut acheter de l'alcool pour emporter partout entre 8 et 23 heures, 7 jours sur 7, et pour consommer jusqu'à 3 heures du matin dans les bars. Tout cela pour dire qu'au Québec, les boissons alcoolisées sont déjà largement accessibles. Donc, au sujet de l'accessibilité physique, l'Institut recommande de soumettre la vente de bière artisanale pour emporter au même règlement sur les heures d'ouverture que la bière vendue dans les dépanneurs épiceries. Ça terminé à 11 heures. Les microbrasseries ne devraient donc pas pouvoir vendre de la bière pour emporter après 23 heures, comme les dépanneurs épiceries. L'accessibilité physique ne se limite plus aux magasins en 2016. Comme partout ailleurs, la vente en ligne pour toutes sortes de produits prend de l'ampleur au Québec. Donc, il serait important aussi de s'assurer que tous les modes de distribution, y compris en ligne, des boissons alcoolisées, soient encadrés par les règlements, notamment sur le prix et le respect de l'âge légal. Il faut s'assurer également de la mise en place de mécanismes pour contrôler le respect des règlements dans ces contextes. Maintenant, en ce qui concerne la fabrication de spiritueux, l'Institut considère qu'il est important de ne pas augmenter l'accès aux boissons plus fortement alcoolisées pour les raisons déjà évoquées. L'inspection et le contrôle de la qualité des produits issus de la distillation d'alcool artisanal sont importants pour protéger la santé du public parce que la distillation peut amener la formation de sous-produits toxiques. L'Institut recommande donc de maintenir la proposition qui assure une inspection de la qualité et de la sécurité des spiritueux de distillation artisanale et de ne pas permettre la vente autrement qu'à la SAC.
Enfin, pour s'assurer que la nouvelle loi ne produira pas d'effets indésirables sur la consommation d'alcool et la santé des Québécois, on considère important de mettre en place un mécanisme de suivi de ces effets. De façon plus générale, pour encadrer de façon cohérente la commercialisation, réduire les coûts, les méfaits, il y a plusieurs organisations internationales et canadiennes qui recommandent aux gouvernements provinciaux, notamment, de se doter d'une stratégie nationale sur l'alcool. Le gouvernement pourrait s'inspirer de ces recommandations. On termine avec quelques données pour vous parler brièvement de la consommation des Québécois. En moyenne, on parle de 8,4 litres en équivalent alcool pur par personne par année. Évidemment, si vous avez une consommation qui est à 12 si on multiplie par 12 ça nous donne des équivalents purs. Donc, ramené en verre, ceci représente en moyenne pour les Québécois, pour les buveurs, 84 de la population, 586 verres par année. Ce qui est préoccupant depuis une quinzaine d'années, c'est que la consommation excessive a augmenté au Québec. Là, on parle de la consommation générale. L'excessive a progressé de certains pourcentages. C'est une façon de boire qui est plus fréquente chez l'homme, chez les hommes et les jeunes adultes, mais qui a augmenté aussi chez les femmes et les personnes âgées de 65 ans et plus. Au Québec, plus d'un buveur sur 4 boit suffisamment pour augmenter ses risques de développer une maladie chronique. 1 sur 4. On conclut. On espère que les préoccupations de santé qu'on a identifiées dans notre mémoire vont vous permettre d'alimenter la réflexion de la Commission et on est prêt à répondre à vos questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. Je cède maintenant la parole au ministre des Finances. Très bien, merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Poirier, Madame, Monsieur, merci beaucoup d'être venu et de nous apporter un éclairage un peu différent sur cette question. Donc, les préoccupations de santé publique sont certainement nécessaires qu'on les tienne en considération. Vos trois facteurs, donc le prix, les lieux et le monopole d'État. En ce qui concerne les prix, donc vous recommandez l'établissement d'un prix minimum, même pour les vins ou juste pour la bière? Le mieux, le prix, c'est de le faire varier. D'abord, il y a la profitabilité, que ce soit de la SAC ou du producteur, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on tient compte du degré d'alcool. Donc, une courbe droite en fonction du degré d'alcool devrait nous permettre de fixer le prix minimum et l'indice des prix à consommation. Donc, de l'ajuster pour ne pas observer ce qu'on observe en ce moment, c'est que le prix de l'alcool en fonction de l'indice du prix à consommation diminue. Donc, le pouvoir d'achat augmente. Peut-être que Réal veut rajouter. Si on se fixait, par exemple, un prix minimum de 1,50 par consommation standard, donc ramener en équivalent les volumes, bière, alcool, vin, etc., et on a fait l'examen de ce que ça signifierait pour la gamme variée de produits et on constate que les spiritueux seraient en deçà du prix minimum. Donc, les spiritueux actuellement vendus par la SAQ, un certain nombre d'entre eux, ils ne coûtent pas assez cher compte tenu de l'idée d'un prix minimum qui fait en sorte que l'alcoolisation, c'est-à-dire l'intoxication ou la consommation d'alcool à faible prix, serait réduite. Bref, il faut créer des désincitatifs à une consommation à faible prix. Donc, on a fait ces comparaisons-là. On sait que pour la gamme des vins, on est généralement au-dessus du prix minimum. Lorsqu'ils regardent les bières, on est inquiet qu'une bière à 8 % par exemple, revienne à un prix minimum d'à peu près 87 sous, alors qu'une bière moins forte revient à un prix minimum du double. Donc, c'est cette idée d'harmoniser les prix minimums en fonction de la teneur en alcool pour l'ensemble des produits. On aurait une perspective de santé publique intégrée dans la gestion de ces produits-là qui serait intéressante et qu'on trouve ailleurs. Monsieur le ministre. Très bien, parce que jusqu'à maintenant, il y aura d'autres groupes qui vont venir présenter, mais jusqu'à maintenant, en fin de compte, on a seulement entendu de la part des vignerons ce matin de cidre, donc on n'a pas encore entendu des représentants de la bière. Donc en termes de prix minimum, les vignerons nous avaient dit que, étant donné que leurs coûts de production sont quand même assez élevés, et puis que c'est un produit généralement de grande qualité, donc c'est pas vraiment une question, ils n'ont pas l'intention ni les moyens de baisser les prix, leurs prix de façon substantielle. Mais je comprends du côté de la bière, ça pourrait être il y a là une anomalie qu'il faudrait peut-être regarder. Pour ce qui est de votre deuxième point, donc les lieux, les heures d'ouverture,
bon, par définition, bien sûr, si on permet maintenant la vente à l'extérieur du monopole d'État, évidemment qu'on va multiplier la disponibilité de ces produits-là. Pour vous, est-ce que cela est un problème aussi important que les prix, ou comment est-ce que vous voyez ça? Cette disponibilité du produit versus le prix. Docteur Morin? La documentation scientifique est claire. Le facteur le plus puissant, c'est le prix. Les autres sont importants à considérer, mais si on avait des priorités à mettre, c'est sur le prix. L'accessibilité physique, c'est un facteur important aussi. On se préoccupe de l'accessibilité, on l'a mentionné, par rapport aux nouvelles formes de distribution ou d'achat, notamment à vendre par Internet. Mais il reste que plus il y a de points de vente, que ce soit chez le fabricant, que ce soit des produits rendus plus disponibles à l'épicerie locale, ça augmente, évidemment, c'est un facteur à prendre en compte dans l'équation des facteurs liés à la consommation d'alcool, certes. Mais notre préoccupation par rapport aux ventes en ligne et ce que ça peut signifier et le contrôle de ce marché-là nous apparaît important. OK. On y a fait référence aussi au regard des heures d'ouverture. Bien sûr, Dr. Poirier mentionnait qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où des produits de bière, par exemple, artisanales, puissent sortir à la caisse à 3 heures du matin parce qu'on vend sur place selon des heures d'ouverture de bar ou de débit de boisson. Et à ce moment-là, on créerait un déséquilibre dans ce qu'on souhaite, c'est-à-dire éviter la sortie de ces produits-là passé 11 heures pour garder un équilibre qu'on trouve actuellement où l'accès est déjà très, très important, pour maintenir cette idée-là que le produit, c'est un produit pas comme les autres et qui doit être réglementé. Nos règles en vigueur actuellement sont certes minimales à cet effet-là. Augmenter l'offre encore davantage nous apparaîtrait contre-productif d'un point de vue de santé publique. Monsieur le ministre. Merci. Les collègues, vous avez des questions? Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, bonjour, Dr. Poirier, Dr. April, Dr. Morin. Merci d'être avec nous. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre un point de vue un peu différent, disons, de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est votre approche et la mise en contexte que vous nous avez faite est excellente. Si je comprends bien ce que l'Institut a à cœur dans le dossier de l'accès à l'alcool, c'est limiter l'accès aux buveurs excessifs et empêcher l'accès aux jeunes, si je comprends bien. Donc, dans ce contexte-là, un peu, je veux revenir sur la présentation que vous avez peut-être entendue là, avant, qui touche certainement celle qu'on a entendue la semaine dernière. Vous avez entendu les cidriculteurs réclamer la possibilité d'un tiers parti pour faire de la livraison. Et je peux comprendre leur préoccupation pour reprendre l'exemple du député de Granby un peu plus tôt. S'il y a quelqu'un qui demande une douzaine de bouteilles, c'est pas évident pour eux-mêmes de faire la livraison si c'est pas à côté de chez eux. Donc, vous, est-ce qu'une disposition comme ça, est-ce que ça vous cause un inconvénient par rapport justement là à vos objectifs qu'on a mentionnés tantôt? On n'a pas examiné spécifiquement la question de la livraison, mais ce qu'on a mentionné dans le mémoire, c'est qu'il faut qu'on trouve les moyens de suivre, d'avoir un mécanisme de suivi. Vous avez entendu tout à l'heure le fait que lors d'une commande en ligne, quelles sont les preuves qu'on peut obtenir de l'âge légal de la personne. On n'a pas examiné en détail les moyens de le faire, mais on pense que ça devrait être fait pour s'assurer de l'âge légal. Parce que dans nos différentes mesures, ce qui nous préoccupe, c'est toujours, on y revient, c'est les buveurs excessifs et les jeunes. Plus d'accidents de la route associés à la consommation. Ils débutent la conduite et ils débutent leur consommation. C'est pour ça souvent qu'on dit qu'ils cumulent ces facteurs de risque et créent des problèmes. Alors, dans l'accessibilité en ligne et le transport à domicile, on ne l'a pas examiné spécifiquement dans le mémoire, mais ça peut poser problème selon les mécanismes de suivi de ces ventes en ligne. Je ne sais pas si Réal ou Nicole, vous voulez rajouter? Est-ce que c'est sensible? Ça va? Monsieur le député? Si. Est-ce qu'il y a déjà eu, à votre connaissance, parce que là, tout le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui porte sur, évidemment, l'accès aux produits artisanaux. C'est de ce dont on parle. Est-ce qu'il y a déjà eu une étude ou est-ce que vous avez déjà vu des données qui parlent de la consommation, que ce soit des jeunes ou des buveurs excessifs
en produits artisanaux versus en produits qu'on peut appeler plus mainstream. C'est pas nécessairement quelque chose qui nous vient en tête de dire que le consommateur excessif le fait avec un produit artisanal ou que le jeune qui n'est pas en âge de boire commence avec un produit d'un cidriculteur artisanal, disons. Donc, je me demande, est-ce que vous avez déjà vu des données à ce niveau-là? Données de quel type? C'est pour ça qu'on a utilisé le conditionnel. On a parlé de brèche. On a dit que, évidemment, ce petit niveau de consommation ne nous inquiète pas comme tel. C'est juste le fait qu'il y aura des pressions de concurrents. Il pourrait y avoir des effets autres sur les aspects d'accessibilité par rapport au projet de loi. Mais je pense pas. En tout cas, peut-être que ça existe dans la littérature, mais on n'a pas vu de littérature qui nous dit qu'un tel projet de loi comme celui-ci créerait spécifiquement des problèmes. En réalité, les jeunes cherchent la coalisation à plus faible prix possible. Donc, c'est pas des gens qui vont chercher un produit en particulier. C'est pas des dégustateurs nécessairement. D'où toujours l'attention par rapport au prix. Ils font vite des calculs de qu'est-ce qui nous coûte le moins cher pour l'alcool qu'on consomme. Et donc, à ce moment-là, savoir que les producteurs artisans visent une qualité de produit et ne miseront pas dans leur mise en marché sur un prix plus faible et qu'on ne les laisserait pas faire sur une tablette donnée avec des produits comparables à des prix coupés, bien, c'est rassurant pour toute la population et notamment pour les personnes qui vont chercher, encore une fois, à se procurer des produits le moins chers possible pour l'effet escompté. Dans le même ordre d'idées, je vois dans votre mémoire là, que une donnée qui est intéressante qui dit que plus on met de barrières à l'alcool, plus ça augmente ou ça diminue la demande d'alcool. Là, vous parlez entre autres du taux de taxation ou de la hausse des prix. Est-ce que quand on met des barrières à l'alcool, selon vous, si on voit, disons je prends votre exemple, puis je vous cite, si cela signifie par exemple qu'une hausse des prix de 10 % entraînerait une diminution de 4,4 % de la demande globale d'alcool. Si la demande globale d'alcool est réduite parce qu'on a mis une barrière comme celle-là, est-ce que ça mène à une hausse de la consommation d'autres produits, produits qui peuvent être considérés néfastes comme des drogues ou autres? Il y a plusieurs effets pervers qui sont souvent évoqués dans toutes sortes de nouvelles mesures de risque, que ce soit à une époque quand on a dit on va mettre la ceinture de sécurité, les gens vont conduire plus vite. Ça s'est avéré bien sûr faux. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Mais il faut toujours les considérer. Il faut toujours considérer la notion d'effet pervers. De façon générale, les gens ne déplacent pas un risque à un autre. Je peux pas faire ça, donc je vais prendre un autre risque. C'est pas comme ça que ça se passe, heureusement, dans la psyché des individus. Donc, on a l'éducation sexuelle, des bons exemples où on disait il faut pas faire d'éducation sexuelle des écoles, ça va donner des idées aux jeunes. La réalité, c'est l'inverse. Ça retarde en moyenne de 2 ans l'âge des premières relations sexuelles quand on fait une éducation. Donc, cette notion d'informer sur un risque, les gens vont dire je vais en prendre un autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les gens, heureusement, les gens font l'analyse par rapport à ce risque-là. Est-ce que le député de Sainte-Rose, vous avez une intervention? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, à mon tour de vous saluer et de vous remercier aussi d'apporter un certain point de vue différent au projet de loi. Vous avez parlé de plusieurs aspects, le prix minimum, aussi l'augmentation du point de vente, donc l'accessibilité et de l'avantage du monopole pour avoir un certain contrôle là, sur les ventes. J'aimerais aborder l'aspect du pourcentage du taux d'alcoolémie. Actuellement, dans le projet de loi, c'est autour de 16 %. On sait qu'il y a certaines permissions pour aller au-dessus de 16 %. J'aimerais savoir, à votre point de vue, à quel niveau de pourcentage pensez-vous que le produit devrait être seulement vendu à la SAQ et non dans un point de vue plus élargi? Qui va intervenir? Dr. Morin? Dans notre esprit, quand on lit le projet de loi, et dans l'esprit de préserver les acquis, de ne pas aller dans des situations qui pourraient détériorer une situation, celle qu'on observe actuellement, on a dit, on a pris pour acquis que c'était à 16 %. On n'a pas élaboré, on ne propose pas de scénario où on devrait baisser à moins que ça, mais on va toujours être très inquiet d'une perspective de vendre des produits, les rendre plus accessibles au-delà de 16 %, surtout si le rapport alcool-prix est en faveur d'une consommation à faible coût pour la teneur en alcool. Donc, on n'a pas élaboré ces scénarios-là. On a pris pour acquis qu'il n'y aurait pas d'ouverture à plus de 16 %. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle aussi on renchérit l'idée qu'un monopole d'État pour la vente des spiritueux, outre le contrôle de la qualité qu'on favorise, que ces produits-là se vendent qu'à la SAQ. C'est la situation actuelle. On ne doit pas ouvrir davantage. Ça nous permet aussi d'insister sur le rôle d'une société d'État comme la SAQ, l'importance
c'est documenté dans la littérature scientifique comme un élément fondamental d'une société d'État parce que ça assure le juste équilibre entre des produits qui sont à risque pour la santé, mais en même temps désirables par le public. Les fonds qu'on en collige aussi, les profits qu'on en fait permettent de compenser une partie des coûts associés à l'alcool. Donc, le monopole d'État, c'est quelque chose d'important. Réservons-lui une place de choix maintenant et dans l'avenir, et notamment au regard des produits plus fortement alcoolisés. Et donc, on a pris pour acquis que ce qu'on avait déjà ici était des bonnes mesures, notamment notre société d'État, et on veut préserver évidemment ces acquis-là et faire en sorte, l'idée de brèche et celle-ci, c'est de faire en sorte que si brèche il y a pour favoriser les producteurs artisans, évidemment, on est d'accord, on le dit, à un meilleur positionnement sur le marché de l'alcool des artisans, mais que ces brèches-là puissent être envisagées et utilisées par d'autres nous créerait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, donc une libéralisation encore plus grande. Il ne faut pas oublier que le monopole de la SAC est vrai pour beaucoup de produits, mais pas pour tous les produits. La bière, notamment, n'est pas sous le monopole d'État, et c'est quand même la moitié de ce que les gens consomment en équivalent alcool pur. Bref, cette situation d'équilibre-là nous apparaît correcte actuellement. Préservons-la. Beaucoup. Je vais céder la parole au porte-parole de l'opposition officielle. Monsieur le Président, alors bonjour messieurs, bonjour madame. Je vais aller sur le monopole moi aussi. Puis je trouve que votre venue puis votre mémoire, vos commentaires permettent de rappeler à tout le monde ici que il y a des enjeux évidemment de développement économique dans le projet de loi, mais il y a aussi des enjeux de santé publique et l'art de faire des bons choix, c'est de bien doser chacun des ingrédients. Et juste pour être bien clair, vous l'avez dit, vous venez de le dire, là, la moitié à peu près du marché de l'alcool au Québec est à la SAQ, l'autre moitié est dans le secteur privé, dans les épiceries, dans les dépanneurs. Contrairement donc à la croyance, il y a des segments du marché qui sont réservés à la SAQ, mais pas du tout l'ensemble du marché. Et j'aimerais juste que vous soyez plus précis. Deux choses que vous avez dit que vous avez décrites comme ayant un impact. Trois choses, en fait, le lieu, les prix, le respect, donc, de la réglementation quant à l'âge. Et de manière sous-jacente à ce que vous dites, je pense, là, il y a le fait que vous nous dites un monopole d'État est plus à même d'appliquer avec rigueur la réglementation. Et vous êtes certainement en mesure de nous dire ce qu'il y a dans la littérature quant à la consommation d'alcool dans les juridictions dans lesquelles une plus grande proportion d'alcool est distribuée par le secteur privé, puis dans d'autres juridictions où la proportion d'alcool vendue est plus par le secteur public. Qu'est-ce que la littérature nous dit là-dessus? Dr. Poirier? Peut-être qu'il faut revenir sur la question du monopole. Le monopole ne veut pas dire que ce n'est vendu qu'à la SAC, mais c'est un monopole sur le contrôle, l'encadrement, le suivi, donc la réglementation et la légalisation. Par exemple, sur l'âge minimal, comme la bière ou autres produits sont vendus ailleurs, mais il faut s'encadrer, notamment avec la réglementation, que l'âge minimal est respecté. Même chose pour le pourcentage. Actuellement, on n'a pas de prix minimum sur les spiritueux, même à la SAC. Même si c'est un monopole, ça n'existe pas. C'est pour ça que quand on fait le tableau des vodkas qui sont à 40 %, évidemment, sont en deçà du prix minimal si on tient compte de l'alcool. Les jeunes le découvrent vite, parce qu'on l'a dit, nos problèmes de consommation, c'est buveurs excessifs et les jeunes, donc vont vite découvrir que tequila, vodka, ce sont des produits pour le degré d'alcoolisation ou d'alcool qu'on est en bas du prix minimum. C'est plus facile de se... Je cherche un verbe. De s'alcooliser. Voilà le verbe scientifique avec ces produits-là. Donc, on a ici un monopole d'État, mais puisqu'il n'y a pas de cette courbe qui tient compte de l'indice, je l'ai dit. Alors, le monopole n'est pas parfait, mais c'est quand même les lieux, et c'est les recommandations OMS, OCDE, les associations canadiennes qui disent que c'est parmi les 6 grandes mesures, nous on est revenu sur 3, mais les 6 grandes mesures, il y a toujours cette question d'encadrement par l'État de la vente de ce produit. Okay. Ma question n'était peut-être pas assez précise et directe. Est-ce que le secteur privé fait une bonne job? Est-ce qu'il contrôle bien l'âge? Est-ce qu'il contrôle bien? Est-ce qu'il contourne les règlements autant, plus ou moins que le secteur public? Est-ce qu'on a des preuves? Moi, on m'a dit, pour le dire autrement, que le contrôle exercé de l'âge à la SAQ était plus sévère, était meilleur que celui qui était exercé dans le reste du marché. On m'a dit aussi que les questions de prix minimum, que sur la question du prix minimum de la bière, il y avait des contournements qui existaient présentement au Québec et qu'évidemment, il n'y a pas de tels contournements qui se font à la SAQ.
moi, je ne connais pas ce monde-là. Je vous demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose de généralisé? Est-ce qu'on retrouve dans la littérature le fait que quand c'est le secteur privé, il y a une attention moins grande, mettons, qui est portée à la réglementation et à l'encadrement? Si on regarde la question... April? Oui, pardon. Si on regarde la question de l'âge légal, à la SAQ, ils ont des clients mystères, des gens qui vont qui sont des acheteurs qui sont jeunes et puis qui ont l'âge légal, bien sûr, sinon ça ne fonctionnerait pas, mais chez qui on devrait normalement vérifier s'ils ont l'âge légal et leur taux de succès, si je peux dire, sont très élevés. On n'a pas ce système-là pour l'alcool dans les épiceries et dans les dépanneurs. Alors, on n'a pas de données précises. Ce qu'on pourrait dire là-dessus, par contre, c'est que c'est certain que dans les dépanneurs, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une multiplicité de vendeurs. C'est sûrement plus difficile à maintenir que ça l'est dans les SAQ, par exemple. Peut-être pour ajouter là-dessus, ce système de clients mystères existe pour la vente de tabac dans les dépanneurs et ailleurs, et c'est légalement reconnu, constitutionnellement et tout, qu'on peut utiliser des jeunes qui ont l'âge légal mais qui ont l'air jeunes pour tester, en fait, qui n'ont pas l'âge légal et qui se sont pas fait demander. Donc, il y a d'abord dans le système du tabac, il y a des inspecteurs au ministère de la Santé et des Services sociaux qui font ce travail, qui encadrent des jeunes qui n'ont pas l'âge légal et il y a des premiers avis de non-conformité et après un premier avis, il y a des amendes. Vous avez peut-être certains d'entre vous suivi des travaux des derniers projets de loi sur le tabac, mais cette question d'inspection existe dans d'autres secteurs. Monsieur le député. Okay. Par ailleurs, il semblerait que pour la bière, il y a des biens, enfin, il y a de la bière qui est vendue dans certains endroits à un prix équivalent au prix minimum, mais qu'on offre, en plus de la bière, d'autres biens, mettons, des biens complémentaires, des chips, des ailes de poulet ou je ne sais trop quel autre produit. Là. Donc, ce serait une certaine forme de contravention du prix minimum. Ce que vous appelez un meilleur contrôle, est-ce que vous trouvez qu'on doit faire plus? On sait que... Dr. Morin. Merci. On sait que l'Association des brasseurs a dû faire des représentations à cet effet-là par rapport au prix de vente de la bière. Peut-être pas ici, mais dans d'autres instances. On est préoccupé par ces approches commerciales qui visent à inciter l'achat de produits de la bière, toujours pour une raison de prix. On a l'impression qu'on fait une meilleure affaire. Les quantités sont associées, les démonstrations scientifiques sont faites à plus de consommation. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse examiner cette situation-là, la documenter et objectiver les craintes qu'on puisse avoir par rapport à ça. C'est de la même façon, quand on a des pratiques commerciales, on insiste sur le monopole d'État, l'importance du monopole d'État, mais il n'est pas parfait, notamment un meilleur contrôle, une meilleure prise en compte de l'alcool dans les produits par un prix minimum, mais aussi les pratiques de rabais qui sont une forme équivalente d'incitatif à la consommation par rapport en utilisant des baisses de prix dans l'idée du chiffre de vente. Donc là, on voit une SAQ qui est plus préoccupée par des revenus totaux, alors que cette même SAQ-là, un monopole d'État, et c'est sa difficulté comme entreprise, doit aussi se préoccuper. Qu'est-ce que ça signifie pour l'intérêt public, la santé publique? Et donc, ce sont des pratiques qui sont questionnables, qu'elles soient en épicerie, quand on associe des chips à bas prix avec une caisse de bière au prix minimum, versus aussi ce que le monopole d'État fait. Il n'y en a pas moins que l'idée derrière ça, les progrès, c'est autour d'une meilleure réglementation pour que ce soit au regard de l'âge légal en épicerie, bien contrôler la SAC, peut-être moins en épicerie, ou que ce soit dans des pratiques commerciales incitatives à la consommation indépendamment de l'âge. C'est cet univers-là qu'on ne peut pas documenter en détail ce matin, sans doute, mais qui fait l'objet de préoccupations plus larges, évidemment, que la question des producteurs artisans. Monsieur le député. OK, merci. Peut-être un dernier commentaire, petite question, à ce que disait le ministre quant au fait que les produits des artisans sont des produits haut de gamme, en tout cas des produits de qualité qui ont tendance à être vendus plus cher. On pourrait rétorquer que si le prix minimum n'est pas mordant, ben, il n'y aura pas d'effet et il n'embêtera pas personne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que donc, si le prix plancher, si les produits sont vendus là, d'en mettre un en vigueur, ça ne va pas nuire à personne? Qu'est-ce que vous pensez de ça? En réalité, nous ne sommes pas trop inquiets. Le prix minimum, les producteurs artisans, à cause du produit lui-même, ne pourraient pas vendre en deçà du prix minimum, sans doute. La question, c'est la majoration exigée.
Parce qu'à la Société des alcools, il y a le prix minimum, il y a la majoration. Quelle sera-t-elle la majoration en épicerie? On comprend, on présume que les coûts de production sont tels que de toute façon, les produits équivalents en épicerie seront à peu près du même prix. C'est-à-dire qu'on mise sur la qualité, on aura le prix, et donc on n'est pas inquiet par rapport au prix minimum des produits qui ne sont pas des produits de bière. Les produits de bière, la fabrication est évidemment beaucoup plus économique à faire, d'où le fait que déjà on a le prix minimum sur la bière qu'il faudrait améliorer, on a donné des exemples. Mais quant à faire, faisons-le pour l'ensemble des prix, parce qu'on sait qu'à l'autre bout du spectre, les forts alcools sont aussi en dessous du prix minimum. C'est plutôt les produits de vin, les produits de fermentation qui, eux, sont plus souvent au-delà du prix minimum. Merci beaucoup. Merci. Je vais céder la parole au porte-parole du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur Dame. Point rapide à la page 6, là, vous dites 1.2, cette modification risque d'affaiblir le monopole de la SAQ. Je crois comprendre que pour vous, ça, c'est un problème d'avoir une légère brèche, une légère ouverture. À la base de tout ça, vous ne devez pas être très, très chaud à ce projet de loi. Est-ce que je comprends bien? Pour nous, le projet de loi, que ce soit pour son empreinte écologique, pour le développement de l'économie, c'est des déterminants de la santé. Ça fait que, de façon générale, que la production québécoise, dans quelconque domaine, pas besoin de faire venir d'Australie des produits, c'est une bonne chose. Ça, c'est pour les grands déterminants de la santé. Ceci dit, nous, on dit, dans le cas spécifique pour les jeunes buveurs excessifs, il y a des mesures qui existent. Ici, on ne pense pas que les mesures du projet de loi 88 sont incapacitantes à ce point, mais ce sont des brèches, des ouvertures pour la concurrence, pour la compétition. Il faut juste s'assurer d'avoir un suivi. C'est pour ça qu'on termine d'ailleurs en disant il faut avoir un suivi de tout ça. Et idéalement, comme le recommandent toutes les grandes instances, qu'on ait une politique cohérente en matière d'alcool, pas juste, là, ici, peut-être qu'on déborde un peu le mandat de la Commission, mais ça pose des questions sur la mise en marché de façon générale des alcools au Québec. Alors, c'est ce qu'on fait de façon générale ressortir dans notre mémoire. OK, Monsieur le député. L'Alberta puis la Colombie-Britannique là, ont ouvert leur marché, la vente d'alcool un peu de façon différente. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers de santé publique? Avez-vous fait une étude dans ce que vous dites aujourd'hui, si le Québec ouvre son marché de façon plus grande, il pourrait y avoir des problèmes de consommation additionnelle, des coûts de santé. Est-ce que vous avez évalué aussi la situation de la Colombie-Britannique et de l'Alberta versus le Québec? Docteur Poirier? Non? On ne l'a pas examiné spécifiquement, mais il y a d'autres auteurs, comme Stockwell, qui est du centre de BC, Colombie-Britannique Addiction Center, qui a beaucoup publié sur et suivi ce qui s'est passé dans différentes provinces. Et on a des tableaux sur... parce que une mesure n'est pas individuelle, que ce soit l'âge légal minimum, que ce soit le prix, que ce soit la densité des points de vente, prix minimum, il y a un amalgame, il y a toute une combinaison de différentes stratégies. Alors, c'est difficile de les isoler, mais cet auteur l'a fait sur différents éléments, Saskatchewan, les différentes provinces. Donc, il fait ce genre de comparaison-là pour arriver à des recommandations qui vont dans le sens des grandes que l'OMS et l'OCDE font sur les mesures efficaces. Et aux États-Unis, on a la même chose au niveau de comté, au niveau d'États. Dans les années 80, 17 États ont un minimum légal. Donc, on a beaucoup de publications dans la littérature d'expériences réelles, mais dont il faut toujours prendre avec un grain de sel parce qu'elles s'inscrivent dans une culture, dans un mode de consommation. Les Américains en type de consommation sont plus près de nous, différents des Français. Donc, quand on change de pays, toute cette combinaison de différentes stratégies, on peut généralement arriver aux grandes recommandations des 6 mesures qui sont dans notre mémoire. Mais au Canada, un des auteurs, qui est en Colombie-Britannique, a beaucoup examiné ces questions. Donc, il n'y a pas nécessairement une corrélation forte à savoir que même si on ouvrait le marché légèrement, puis que nos provinces comme la Colombie-Britannique et l'Alberta l'ont fait, qu'il y a une corrélation absolue. Santé publique Canada n'a pas non plus de données parce que j'ai une sous-question qui va être assez simple aussi, c'est sans que l'accessibilité soit supérieure en Ontario, on sait que les Ontariens consomment plus de spiritueux que nous. Encore la même question. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers de santé publique en Ontario versus ce point où on consomme plus, on boit plus de spiritueux? D'abord, si on se compare avec l'Ontario, la consommation d'alcool globale est beaucoup moindre qu'elle est au Québec. Fait que déjà là, il y a cette différence-là qui fait que vraisemblablement les problèmes
les conséquences de la consommation d'alcool devraient être moindres. Dans le... Ouais, voilà. Sur le benchmarking. Merci, M. le Président. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je suspends les travaux.